Le travail, le taf, le job, le boulot, bref, autant de mots et de définitions que l'on donne à notre travail. Bienvenue à tous, vous écoutez About the Role, le podcast qui parle de carrière, mais pas que. Tous les 15 jours, nous parlerons parcours, choix de carrière, reconversion, burn-out, recrutement et de plein d'autres sujets. Des témoignages et retours d'expériences inspirants mais à la fois ancrés dans notre quotidien. À travers ce podcast, j'ai voulu savoir comment les différents invités ont construit leur parcours, leur job, leur cheminement, comment ils jonglent également entre vie pro et vie privée. Bref, en tant que recruteuse, j'ai voulu en savoir plus. Je suis Jalila et ici on parle de carrière, mais on parle surtout de la vraie vie, car au final, on est bien plus qu'une fiche de poste. Bienvenue! Comprendre comment fonctionne notre corps, notre cycle, quelle aventure. Mon invité du jour redonne du pouvoir aux femmes en leur permettant de comprendre ce qui se passe dans leur corps, que cela soit pour un projet bébé ou pour une contraception au naturel. Avant cela, Lorraine, fondatrice d'Emancipée, était avocate. Dans cet épisode, nous verrons le parcours de Lorraine, de son expérience d'avocate à conseillère en naturopathie spécialisée en fertilité. Aujourd'hui, Lorraine est toujours drivée par ce besoin d'être stimulée intellectuellement, mais également d'avoir du sens et beaucoup d'épanouissement dans sa vie. Un épisode Good Vibes sur le parcours d'une femme qui rêvait d'être avocate et qui accompagne aujourd'hui des femmes à réaliser leur rêve, celui d'être mère. Bonne écoute. Bonjour Lorraine. Bonjour Jalila. Bienvenue sur le podcast. Je suis super contente de te recevoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Avec joie, ça change un petit peu de ce que je raconte d'habitude, donc c'est très bien, tu vois. Oh, super. Pour commencer, du coup, le podcast, je pense que tu es un peu habituée. Je vais te demander de te présenter et puis aussi de nous dire ce que tu fais dans la vie, du coup. Ouais, donc moi, je m'appelle Lorraine, j'ai 36 ans, bientôt 37. Je suis mariée, j'ai 2 enfants qui ont 4 et 2 ans. On habite dans la Drôme, limite provençale depuis peu. On était à Paris avant pendant très longtemps et à Lyon. Et moi, j'ai une boîte qui s'appelle Emancipée et dont l'objectif, c'est d'accompagner les femmes et les couples maintenant de plus en plus à comprendre comment fonctionne leur corps, comment fonctionne leur cycle et leur fertilité et à l'optimiser, soit quand ils sont dans un désir de grossesse pour favoriser leur projet, soit quand au contraire ils veulent surtout pas de grossesse pour apprendre à gérer leur contraception naturellement, et puis après plus globalement parce que on a plein de pouvoirs insoupçonnés quand on est une femme et donc sans objectif particulier, ça peut être intéressant de le connaître, de le vivre au quotidien, et voilà, d'intégrer tout ça dans sa vie. Donc voilà, c'est un peu ça mon job. C'est difficile à résumer, mais j'imagine qu'on va pouvoir broder, donc c'est l'avantage. Bien sûr. Écoute, c'est super intéressant. Effectivement, on va revenir dessus. Dans un premier temps, on va revenir du coup sur un peu ton passé et je voudrais savoir quelle vision tu avais du travail petite. Alors moi j'ai toujours été la première de la classe, très bonne élève. J'ai un frère qui a 1 an de plus que moi, qui lui était un peu je m'en foutiste, tu vois. Bon, il a très très bien réussi, mais disons que dans la fratrie, moi j'étais la sérieuse qui faisait les cahiers de vacances l'été, mais j'adorais ça et tout. Donc moi j'ai toujours tu vois une vision du travail comme quelque chose de positif, que j'avais envie de faire, etc. J'ai toujours voulu être avocat. Ce que j'ai été, on pourra en reparler, mais si bien sûr j'ai voulu être maîtresse, je pense à un moment donné, et puis maman, et puis coiffeuse, et puis tu vois tous ces métiers qui font rêver les petites filles. Mais très vite, je pense en primaire, je voulais être avocate, et du coup voilà, c'était ça qui me drivait, tu vois, j'avais cette vision là qui me faisait kiffer. Ok, très belle transition. Donc tu me disais que tu voulais devenir avocate. Qu'est-ce qui a fait que tu découvres ce métier et qu'est-ce qui te drivait du coup dans ce métier-là? Mais je t'avoue que je me suis jamais posé la question parce que je connaissais pas d'avocat de mémoire et on n'avait pas toutes les séries, les trucs comme on a aujourd'hui où tu as des modèles, tu vois. Donc je sais vraiment pas d'où ça venait. Je pense qu'un jour j'avais dû, tu sais, j'étais très à défendre la veuve et l'orphelin quand j'étais petite. Ouais. Et un jour, quelqu'un avait dû me dire, tiens, toi, tu serais une bonne avocate. Et je pense que, je sais pas, ça avait dû s'inscrire, c'est resté. Vois. Ouais, c'est resté. Et du coup, tu vois, je sais même pas, je m'étais jamais posé la question, mais ce dont je me souviens, et mes parents l'ont gardé, c'est que en primaire, donc tu vois, je vais être en CE1 ou CE2, on avait dû faire une petite disserte, un truc, tu vois, très court sur ce qu'on voulait faire. Et moi, j'avais fait sur le métier d'avocat en expliquant pourquoi je voulais faire ça, que c'était le plus beau métier du monde, etc. Donc, tu vois, c'était tôt dans ma vie. Mais je sais même pas expliquer l'origine. Non, je pense plus quelqu'un qui avait dû me balancer ça par rapport à mon caractère.
Ouais, parce que effectivement, c'est venu très jeune, parce que du coup, c'était en primaire, c'est ça que tu as eu cette révélation entre guillemets. Ouais. Ouais, j'ai pas eu de souvenir d'un jour d'une révélation, mais c'était plus quelque chose de constant, tu vois. Et ça a pas dévié, pratiquement pas. Ok. Du coup, si on continue un peu plus loin, donc tu grandis, tu fais des études pour atteindre cet objectif. Quel regard tu poses sur la Lorraine de ton début de carrière? Je pense que je me cherchais un peu, tu vois. J'avais pas vraiment. J'avais envie de plein de choses et en même temps, je pense que je m'auto-persuadais de choses. C'est-à-dire que moi, donc j'ai fait du droit, j'ai fait Sciences Po. Du coup, je voulais, tu vois, j'avais envie de bosser dans des choses très politiques, alors que j'étais absolument pas politisée moi-même. Mais la matière politique m'éclatait, je pense, parce que j'avais eu le concours de Sciences Po et que je me disais, tu fais Sciences Po, faut faire de la politique. Et du coup, j'avais cette envie d'aller sur des métiers très de pouvoir, tu vois. J'ai pas été avocate tout de suite. Du coup, j'ai commencé par bosser en lobbying en entreprise. D'accord. Et je pense que je jouais un petit peu un rôle, tu vois. Je m'auto-persuadais que ça m'éclatait tout ça, et alors qu'en réalité, c'était pas moi. J'étais pas du tout à l'aise dans ce milieu-là, dans les jeux de pouvoir, les jeux d'influence. J'étais pas quelqu'un de réseau plus que ça, tu vois. Moi, j'étais vraiment quelqu'un de papier, d'écrit, donc ça m'allait bien d'être quand j'étais sur les affaires institutionnelles, le lobbying, d'être celle qui écrivait les argumentaires, qui trouvait dans les textes de loi les petites failles, etc. Puisque c'était ça mon job pour faire changer le texte. Mais j'étais incapable d'aller, enfin, j'aimais pas du tout aller faire les relations avec les élus pour leur vendre mon truc. Enfin, tu vois. Donc je pense que je m'auto-persuadais parce qu'à l'époque, je pensais que j'étais faite pour ça, que ça m'allait bien, que ça me plaisait, alors qu'en réalité, pas du tout, quoi. Enfin, tu vois. Donc maintenant, avec le recul, je me dis, oh là là, heureusement que t'as pas persévéré parce que je serais devenue quelqu'un que j'avais pas forcément envie d'être, tu vois. Même si je respecte énormément tous les gens qui font ce métier, je les trouve brillants et mes anciens collègues, je les adore, mais je pense qu'en fait, c'était pas moi. Et puis parfois, on peut confondre le fait que on peut être bon dans un travail, mais pas forcément épanoui, ou c'est pas forcément le travail qui nous faut. Ouais, c'est très vrai. Je pense que c'est beaucoup ça, ouais. Et du coup, après, donc t'es partie en cabinet d'avocat, et Ouais. il y a plein de spécialisations dans l'avocature. Et là, pareil, tu savais à peu près vers quoi tu voulais te diriger, si c'était plutôt du droit des affaires, du pénal ou autre, où il y avait vraiment des choses que tu ne voulais pas faire. Non, alors moi, je faisais du droit des affaires, déjà. Pénal, j'avais pas du tout le talent pour le faire, hein. Je suis pas une grande oratrice. C'est pas ma voix. Je faisais du droit des affaires. Là aussi, je pense que, toi, je réagis, enfin, comment dire? Je réalise plein de choses en te parlant, auxquelles j'avais pas forcément pensé. Mais là aussi, je pense que je m'auto-persuadais de plein de trucs parce que je m'étais mis dans la tête que je ne voulais pas être sur des sujets un peu de nana, tu vois. C'est si j'avais su ce que je ferais aujourd'hui. Mais j'avais fait un stage quand j'étais à Sciences Po en boîte un peu plus de com à affaires publiques, et c'était un univers de femmes, et je m'étais dit, oh là là, moi je veux pas être dans un univers de femmes. Donc j'avais toujours fait des jobs plus dans des univers masculins, dans l'industrie, tu vois, etc. Et donc, je faisais du droit public des affaires, droit de l'environnement, donc des trucs pas glam du tout, sur des histoires d'usines, de champs photovoltaïques, de rachat de grosses boîtes, etc. Et en fait, du coup, c'était un job d'avocat très technique, vraiment d'affaires, de gros dossiers, pas forcément girly ou glam ou quoi que ce soit, tu vois. Et pareil, je me disais qu'en fait, ça m'allait bien, je voulais être sur ces sujets, sur ces sujets-là plus techniques. Donc, je faisais du droit public des affaires, ouais, dans un gros cabinet très très bon, très chouette, que j'adore. Ok. Du coup, aujourd'hui, tu as totalement changé de domaine. Comme tu le disais, tu es arrivée dans un univers de nana, entre guillemets. Qu'est-ce qui a amorcé ce changement? Parce que au final, un peu toute ta vie a changé, parce que tu me disais au tout début, donc t'as même quitté Paris. Aujourd'hui, donc t'es à ton compte, t'as créé Émancipée et tous les sujets qui vont avec. Qu'est-ce qui a amorcé tout ça? Bah, là aussi, je pense que ça a été assez progressif, tu vois. Donc moi, j'étais en cabinet. J'adorais intellectuellement ce que je faisais. Je trouvais ça, enfin, vraiment, je prenais mon pied intellectuellement, là, vraiment. En revanche, j'avais un rythme, de cabinet d'affaires. Donc, la règle, c'était qu'on partait pas avant 21h30.
du cabinet. Et c'était vraiment tu vois, le plancher, quoi. On pouvait faire plus. Les week-ends, on s'y remettait un petit peu aussi, etc. Et mon mari, qui était pas encore mon mari à l'époque, mais qui était, on avait acheté un appart ensemble. Enfin, bon, bref, on était déjà bien engagés l'un envers l'autre. Lui aussi, il bossait comme un fou. Et je pense que on s'auto-protégeait l'un l'autre en se disant ouais, lui il kiffe son boulot, donc je vais pas le freiner en lui disant que moi j'ai peut-être envie de lever le pied. Enfin, lui il faisait beaucoup ça avec moi, il voyait que je m'amusais. Je pense que lui ça faisait un petit moment qu'il avait envie de changer de vie, mais il osait pas me freiner, donc il me le disait pas trop. Et puis un jour il y a eu les attentats là, du 13 novembre et donc on a passé comme tout le monde le week-end enfermé, on n'habitait pas loin nous, et week-end enfermé devant BFM Télé. Et puis le lundi, je suis repartie au cabinet et je me souviens, j'étais dans le métro. Après, je suis arrivée sur un dossier complètement naze en plus, pour le coup que j'aimais pas du tout et qui avait aucun sens, mais alors vraiment aucun sens. J'étais toute seule parce que la plupart des gens n'étaient pas partis bosser. Enfin, tu vois, tout le monde était encore un peu dans sa bulle. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Tu sais, mais c'est quoi cette blague et c'est quoi ma vie? C'est nul, en fait, c'est nul. Donc, je suis rentrée le soir et j'ai dit à mon mec, franchement, il faut que ça change, quoi. J'ai plus envie, là. Et en fait, lui, il attendait ça, mais depuis des années que je lui dise ça. Et il osait pas me le dire. Il m'a dit, mais ouais, carrément, bien sûr. Enfin, on va pas rester à Paris toute notre vie. On va pas bosser comme ça toute notre vie. Ça va pas le faire. Et donc, ce jour-là, c'était vendredi 13, samedi 14, le lundi 16 novembre, on a pris la décision de partir, de changer de vie. On s'est dit, quitte à tout plaquer, autant se faire une transition sympa. Donc, on est parti faire un tour du monde pendant un an, tous les deux. Là, on a vraiment, je pense, posé les fondations de ce qu'allait être notre vie derrière, de ce qu'allait être notre couple, de ce qu'allait être notre vie de famille aussi, puisque c'est là on s'est dit, on va avoir des enfants, on veut construire un truc au-delà de nous deux. De plus grand. Et donc voilà, ce tour du monde, ça a été un moment magique et très révélateur pour moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis autorisée à me dire, ok, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et moi, j'ai toujours été passionnée, toujours, en tout cas depuis longtemps, passionnée par tout ce qui touchait au corps, au cycle. J'ai arrêté la pilule super tôt, tu vois, parce que j'en avais ras-le-bol de prendre des hormones, donc je m'étais vachement, on pourra en reparler plus aussi si tu veux, mais formée à tout ça, etc. Et je me suis dit, ok, vas-y, j'ai rien à perdre, je tente, je me forme en naturopathie. Donc, j'ai passé un certificat que j'ai commencé pendant le tour du monde à distance. Après, quand on est rentré, on s'est dit non, on se remet pas à Paris, on veut pas reprendre la même vie. Donc, on s'est installé à Lyon en ayant en tête que ce serait un sas de décompression temporaire. Mais voilà, du coup, j'ai pris un job en direction juridique parce que j'avais besoin de sous. Donc voilà, j'ai continué à me former pendant cette période-là. Donc ça a été très progressif en fait, tu vois. Et je me suis formée en méthode d'observation du cycle aussi pour devenir monitrice en méthode d'observation du cycle. Enfin, tu vois, j'ai fait plein de petits trucs jusqu'au jour où je me suis dit, ok, quand je suis tombée enceinte de mon deuxième, je me suis dit, je n'y retournerai pas après mon congé mat. Donc je lance un truc. Et là, ça a été progressif pour créer, émanciper et en faire ce que c'est aujourd'hui. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, très bien, ce congé mat, ce sera la charnière avant de me lancer sans filet. En ayant en tête que rien n'était définitif et que si ça marchait pas, j'avais mon CV, je pouvais aller me réinscrire au barreau si je voulais redevenir avocat à mon compte. Enfin, tu vois, j'essayais vraiment de me rassurer comme ça en me disant, je fais un choix qui est complètement radical, que personne va comprendre, mais il n'est pas gravé dans le marbre. Et s'il y a le moins de problèmes, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon CV et j'ai confiance en ma capacité à retourner sur autre chose si je dois le faire. Ouais. Alors, je comprends du coup que aujourd'hui donc c'est ton époux, donc il te soutenait dans ton projet. C'est pas difficile d'amorcer un changement aussi différent et surtout l'avocature, le métier d'avocat, c'est un métier qui on le regarde comme ça avec des paillettes. Quand quelqu'un dit oui, je suis avocat, c'est toujours un peu bien vu. C'est pas difficile par exemple soit de l'annoncer à son entourage ou autre, de se dire je quitte totalement tout ça dans un sujet totalement différent qui, là, aujourd'hui, c'est un peu plus, on sait un peu plus de choses et on communique un peu plus sur ces sujets-là. Mais il y a quelques années et encore aujourd'hui, je trouve que c'est pas encore autant développé. C'est pas un peu difficile d'amorcer ce changement? Tu parlais de mon mari, lui, pas du tout, dans le sens où lui, c'est un vrai entrepreneur. Il a toujours été à son compte. Il
je dis souvent ça, mais lui, sa seule expérience en entreprise, c'est son stage de 3e, tu vois, chez IBM. Et après, pendant son école de commerce, il a commencé à monter une première boîte. Donc lui, il a toujours eu cet état d'esprit et cette vie d'entrepreneur. Et moi, j'étais au contraire dans un monde complètement différent. Donc non, lui, il m'a beaucoup encouragée. Au contraire, j'ai même commencé à bosser avec lui pendant notre tour du monde sur un de ses projets. Et c'est là où je me suis dit, punaise, c'est trop chouette en fait de faire ce qu'on aime, d'être à son compte, d'avoir cette liberté et tout. Donc lui, pas du tout difficile à convaincre. Au contraire. Après, ma mère, Kata, rien compris, tu vois. Catastrophée. Ma mère est hyper, tu sais, très rationnelle, elle était très très rassurée par le fait que j'ai fait ces études-là, très rassurée par le fait que j'ai un vrai métier avec un vrai nom. Tu vois, dire que sa fille est avocate, ça lui plaît beaucoup. En tout cas, pour elle, c'est un gage, tu vois, de réussite. Et du coup, elle m'a beaucoup entretenue. Je le dis, si elle écoute ce podcast, elle m'en voudra pas parce que je lui ai déjà dit, mais elle a beaucoup entretenu mon syndrome de l'imposteur parce que elle y croyait pas du tout. Et pour elle, parler de sujets comme ça, de règles, de fertilité, de contraception, si on n'était pas gynéco, ou sage-femme, on n'avait pas le droit de le faire. Ouais, il n'y avait pas la légitimité. Ouais, aucune légitimité. Et moi, je suis une femme, donc déjà, par définition, tu vois, j'ai un bon petit syndrome de l'imposteur. Et en plus, moi, j'en ai un particulier, très fort. J'ai toujours tu vois, quand j'ai été recrutée dans mon cabinet d'avocat, qui était le cabinet d'avocat de mes rêves, pendant des mois, je me suis dit, un jour, ils vont me débusquer, tu vois, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une connerie, alors que pas du tout. Mais donc voilà, j'ai un fort syndrome de l'imposteur, donc elle l'a beaucoup entretenu parce que c'était à coup de petites phrases du genre, mais en fait, vraiment, Lorraine, tu penses que tu pourras dire ça à ces femmes, enfin, tu vois, en gros, c'est pas dangereux, tu vas pas mettre en danger leur santé. Et donc, ça m'a beaucoup fait douter. Ça a beaucoup contribué au fait que j'ai fait plein de formations à droite et à gauche qui, pour beaucoup, n'avaient pas d'intérêt. Mais parce que je me disais, OK, ça te rassurait. faut que je me muscle. Voilà, ça me rassurait. Et puis, jusqu'au jour où je me suis dit, OK, en fait, qui fait ce que je fais? Personne. Est-ce qu'il y a un besoin de ça? Énorme. Est-ce que je suis légitime pour le faire? Putain, oui, tu vois. parce que j'ai bossé parce que j'ai les connaissances parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, arrête avec ton syndrome de l'imposteur et vas-y parce que voilà, si je le fais pas, quelqu'un d'autre le fera ou personne le fera, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a pas quelqu'un de plus légitime que moi aujourd'hui. Je me fais violence en disant ça. Hein. J'ai vraiment essayé de me dire ça. Pour faire ça, pour parler de ces sujets-là. Et du coup, ouais, ça a été un vrai chemin pour le faire une fois que moi j'avais réussi à me l'avouer, pour le faire comprendre autour de moi. Et il y en a plein qui ont toujours pas trop compris ce que je faisais, tu vois, dans la famille un peu plus large. Maintenant que j'ai écrit un livre, ils voient qu'il y a un truc, tu vois, ils disent ah ouais, elle a fait un livre. Donc ça fait au moins, tu sais, c'est un peu comme avocat. C'est un truc, on sait ce que c'est, donc ça rassure. Mais sinon, ouais, j'ai dû batailler parce que déjà que c'était compliqué pour moi. En plus, on m'aidait pas à avoir confiance et à me dire OK, si, vas-y, saute, enlève ton parachute, tente, ça va être chouette ce que tu vas faire, quoi. Donc, j'imagine que ça devait être un peu compliqué parce que déjà toi, tu devais te rassurer toi-même et rassurer les autres sur ce projet-là, pardon. Ouais, et puis en plus rassurer, moi, si tu veux, du coup, j'ai commencé par écrire une sorte de blog, tu vois, avec plein d'articles pour faire de l'info. Et puis après, très vite, je me suis dit, j'avais des femmes qui m'écrivaient en me disant, est-ce que tu fais des consultations, etc. Donc au début, je bottais un peu en touche, je disais, ouais, j'ai pas le temps en ce moment, je suis désolée, alors que je l'osais pas. Là, mon mari, justement, m'a dit, en fait, Lorraine, il y a un moment où il faut y aller. Donc, tu vas prendre une première et puis de toute façon tu vas pas la faire payer cher et c'est pas grave, mais faut y aller. Donc là je me suis fait violence et j'ai fait une première consultation et pareil, en plus il fallait du coup que je rassure ces femmes-là alors que moi-même j'étais pas du tout rassurée, tu vois. Donc du coup j'avais tout un halo de personnes à rassurer alors que j'étais la moins du monde. Mais en fait, le fait que la première soit contente et puis la deuxième aussi, et puis je vois que ça leur faisait du bien, etc. Là, je me suis dit, ouais, en fait, allez, on croit, on y croit et on se fait confiance, quoi. Ouais. Et comment du coup a évolué ton projet, je veux dire émancipé, parce qu'aujourd'hui t'as développé plein de sujets, plein de choses. Il y a les consultations, il y a le Fertility Club, il y a le dernier sur comme tu disais au début, t'accompagnes des personnes qui sont sur des projets bébés et aujourd'hui t'accompagnes des personnes qui n'en veulent pas. Comment tout ce projet a évolué?
Ouais, alors en fait, je te disais que j'ai fait des consultations individuelles au début, mais en fait, j'en ai vraiment pas fait longtemps parce que très vite, il y a eu plusieurs choses en même temps. Déjà, parce que j'avais créé un compte Instagram et commencé à avoir pas mal de gens qui suivaient, donc j'avais de plus en plus de demandes, donc je suivais pas la cadence. Ça, c'est le premier point. Et surtout, en fait, et vraiment surtout, c'est que chaque fois que j'avais une nana comme ça en consulte, que j'entendais ce qu'elle me disait, je passais ma vie à lui dire, mais si tu savais, comme t'es pas seule, j'en ai eu une autre juste avant, elle m'a dit exactement la même chose que toi. Ce que tu ressens là, elle le ressentait aussi. Puis je les voyais, toutes ces filles individuelles, persuadées d'être seules au monde. En l'occurrence, c'était des femmes en désir de grossesse, hein, pour qui ça marchait pas. Et en fait, qui me disaient toutes mes punaises, toutes mes copines, elles tombent enceintes en un claquement de doigts, j'ai des annonces de grossesse tous les jours, machin, etc. Et donc, persuadée d'être, tu vois, des petits canards boiteux, les seuls à galérer. Et je passais ma vie à leur dire, non, je te jure, mais vraiment, tu te rends pas compte du nombre de femmes qui vivent la même chose, etc. Et un jour, je me suis dit, mais punaise, en fait, ces nanas, faut les mettre ensemble, quoi. Je leur dis la même chose à toutes, de toute façon. Bien évidemment que j'individualise, bien évidemment que après, je fais des choses sur mesure, mais en fait, la base de tout ce que je leur raconte, c'est la même chose. Et elles vivent ce moment dans une solitude qui les tire vers le bas. Et c'est là que je me suis dit, OK, je vais faire ça sous la forme quelque chose de plus individuel, mais collectif, où on sera plusieurs, et où je vais prendre le temps, ces filles, pas juste de leur faire un espèce de plan d'action hyper rapide, tu manges ça, tu fais ça, tu prends telle plante et tu vas tomber enceinte, parce que ça, j'y crois pas du tout. Mais moi, mon credo, c'était vraiment de dire, la base, c'est de comprendre ce qui se passe dans son corps, de comprendre comment on peut l'écouter, de comprendre comment on peut l'optimiser, etc. Et ensuite, on met en place des choses. Et du coup, ça prend du temps. Et donc, j'ai fait ça sous la forme d'un programme en 3 mois, où du coup, les nanas, à la fin, elles sont comme moi, elles deviennent des nanas qui parlent de glaire cervicale en soirée, et parce que ça les passionne aussi, parce qu'elles ont les connaissances, et elles sont toutes ensemble, et on se forme, et après, on fait des plans d'action, on met en place des trucs. Maintenant, j'ai toute une équipe qui va travailler avec moi, de professionnels bien meilleurs que moi, chacun sur leur sujet, en phytothérapie, en hypnose, en naturopathie, en nutrition, diététique, etc. Et voilà. Et donc, en fait, ça s'est fait un peu naturellement, parce que j'avais à la fois ce côté, je répète la même chose à tout le monde, donc autant le faire bien, mieux, avec, tu vois, un vrai support, je leur donne ces infos-là, et surtout, je les sors de leur silo, et je les réunis. Et en fait, aujourd'hui, la force de ce programme, le Fertility Club, c'est le contenu, oui, mais c'est aussi et surtout ces échanges, ces amitiés qui se créent, parce qu'elles sont, enfin, je leur dis toutes, ça pourrait être toutes mes copines dans la vraie vie, tu vois, c'est toutes des nanas, tu vas vers des gens qui te ressemblent, et les gens qui viennent à toi sont des gens qui te ressemblent aussi. Donc, il y a une espèce de dynamique de groupe trop sympa où elles se voient et elles se disent, punaise, mais tu pourrais être ma collègue, tu pourrais être ma copine, et tu vis la même chose que moi, et je te voyais pas parce que personne n'en parle des difficultés de fertilité. Et donc là, elles sont toutes ensemble, et c'est trop beau, quoi. Elles se tirent vers le haut. C'est vraiment tout l'inverse des forums, tu vois, où les forums, je trouve que tu te tires vers le bas, à te faire flipper les unes les autres. Là, elles se tirent vraiment vers le haut. Tu vois, il y a une énergie qui est trop belle, et c'est super chouette. C'est ça que je trouve intéressant avec ce que tu communiques et ce que tu as créé, et c'est pour ça que je trouve que tu sors du lot, parce que déjà, en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je trouve qui revient souvent quand on parle de toi, c'est que tu redonnes du pouvoir aux femmes. Tu vas pas leur dire, voilà, fais ci, ça, tu vas tomber enceinte, c'est sûr, mais plutôt, déjà, comprends qui tu es, comprends ce qui se passe. Combien de femmes, après de nombreuses années, comprennent ce qu'est la glaire cervicale, par exemple. Donc, tu redonnes ce pouvoir-là, et en fait, en se comprenant mieux, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un déclic aussi qui se met en place, et il y a cette énergie de groupe que tu as mis en place, que ce soit le groupe des femmes ou des couples que tu accompagnes, mais aussi du coup de tes intervenants. Tu es pas seule en disant, voilà, je sais tout, mais t'hésites pas du coup à intégrer d'autres personnes, et je trouve que c'est encore plus puissant, et ça montre vraiment cette générosité que tu mets en place, parce que tu dis, ok, j'ai des informations, je t'accompagne, mais comme tu le disais, il y a des personnes plus expertes sur tel ou tel sujet, je vais les faire intervenir dans le but final d'accompagner toutes ces personnes. Et je trouve que ça, sur ces thématiques-là, notamment de la fertilité, c'est pas souvent qu'on y retrouve, c'est pas souvent qu'on retrouve ce type d'énergie, et du coup, en tout cas, c'est ma vision que j'ai.
je me dis que c'est aussi pour ça que ça fonctionne et que ça prend de l'ampleur, et j'espère que pour toi que ça grandira, parce que il y a cette énergie, et on sent vraiment que tu veux aider, mais pas n'importe comment. Ouais. Ouais, non, c'est intéressant. Et tu vois, je t'écoutais et je me disais, comme on est sur un thème plus aussi boulot, etc., ça me faisait penser que, tu vois, par exemple, dans le milieu des avocats, il y a beaucoup de gens qui ont un gros ego, on va pas se mentir, et qui du coup aiment rester la lumière, tu vois, la personne visible, et puis faire bosser les collaborateurs dans l'ombre. Et moi, je bossais avec un associé qui était tout l'inverse de ça. Et un jour, il m'avait dit cette phrase, il m'avait dit, tu sais, Lorraine, on est bon quand on sait prendre des gens meilleurs que soi dans son équipe. Et qu'on garde le rôle de parce que lui c'était un mec excellent, il était en vrai, je pense qu'il était bien meilleur que nous tous, mais pas sur tous les sujets, tu vois. Et en tout cas, il était excellent c'était un mec qui avait un cerveau incroyable pour synthétiser les choses, et puis dans la relation clientèle, il était ouf. Mais c'est vrai que dans ses recrutements, il allait vraiment chercher des gens comme il disait, meilleurs que lui, et qui mettait en avant, tu vois, qui cachait pas. Et en fait, c'était limite vis-à-vis des clients. Lui, il était fier de montrer qu'il avait des collaborateurs qui avaient la réponse alors que lui l'avait pas, parce que tu vois, c'était une force. Et c'est assez rare en fait, des gens comme ça. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé. Et moi, j'ai pas ce côté je veux être la meilleure sur tout. C'est qu'en fait, il y a plein de fois où quand on me pose une question, je dis franchement, je sais pas, et je demande à Marie-Liesse qui est la phytothérapeute qui bosse avec moi, Nolwenn qui est la diététicienne et tout, parce que moi j'en ai aucune idée, et quand je lis leurs réponses, je suis waouh, enfin tu vois, c'est brillant ce qu'elles disent, j'adore, j'apprends des trucs. Et je pense que ouais, c'est un truc que j'ai gardé de cet associé là pour qui je travaillais. Et je pense que parce que j'ai vu en le voyant lui qu'en fait on n'était pas en train de se dévaloriser ou de perdre son espèce d'aura lumineuse vis-à-vis des autres, mais qu'au contraire, on gagnait à avoir des gens meilleurs que soi autour de soi. Donc ça, ouais, j'y tiens. Et en plus, moi, sur le domaine de la fertilité, c'est tellement multifactoriel. C'est tellement, aucune femme n'a la même origine d'infertilité. Il y en a une pour qui ça va être de faire ça, que ça va tout changer. Il y en a une autre qui va falloir, tu vois, qu'elle travaille sur ses émotions, et elle peut avoir la meilleure hygiène de vie du monde. Si elle continue à être stressée, ça marchera pas. Enfin, tu vois, tout le monde est différent, et du coup, il y a plein de thérapeutes, de praticiens qui sont sur cette petite niche particulière. Et si on les met bout à bout, et à la fin, on fait un cocktail qui normalement devrait donner au moins une réponse à chacune. Tu vois, pas forcément toutes. Et donc, voilà. Et du coup, ça, ouais, j'y tiens beaucoup. Et moi, je suis la plus heureuse du monde quand il y a des concurrents entre guillemets qui viennent me voir en disant je peux proposer un truc dans ton programme. Je fais mais carrément. Enfin, tu vois, au contraire, vas-y, viens. Alors que tu vois, je pourrais aussi être sur la défensive en disant non, je veux pas qu'on vienne sur mes plates-bandes. Oui, bien sûr. Pas du tout. Oui, et puis après, de toute façon, ça reste aussi ton sujet, et c'est derrière, c'est toi aussi qu'on retient. Au tout début, tu disais qu'au début de ta carrière, quand tu étais plutôt en entreprise, que tu aimais ce qui t'animait notamment, c'était aller chercher la faille juridique et autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime dans ce nouveau travail? Cet aspect intellectuel, je l'ai toujours. C'est ça qui est fou, c'est que j'aurais pu le perdre, alors qu'en fait, moi, je passe ma vie à continuer à chercher, à trouver des choses, à écrire, à démontrer entre guillemets. Donc ça, vraiment, je l'ai gardé. Donc tout bénef, tu vois, je l'ai pas perdu. Par contre, j'ai un sens. C'est très cliché de dire ça, mais tu sais, cette quête de sens du trentenaire, qui, moi, je l'ai, mais puissance 10 000. C'est que moi, je passe ma journée à avoir des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et tombent enceintes, avoir des femmes qui ne serait-ce que me disent punaise, j'ai compris ça, mais je me sens mieux, mais j'ai fait la paix avec mon corps, j'ai fait, tu vois. Mais je pense que même dans mes rêves, j'aurais jamais pu imaginer avoir ce sens-là dans ma vie professionnelle, que ce soit mon métier, que d'avoir ça. Donc, ouais, c'est fou, et je pense qu'il y a très très peu de gens qui peuvent être galvanisés comme ça au quotidien par tous ces retours et ces valeurs-là dans leur job, quoi. C'est fou. C'est trop beau. Oui, effectivement, tu as un impact dans la vie de beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, pour les personnes qui te connaissent pas, tous les vendredis, tu partages les victoires du vendredi. Là, du coup, ça fait pas mal de victoires. Comment tu digères du coup tout ça au début, et puis là, aujourd'hui, quand tu te dis, OK, il y a, je sais pas, j'ai plus le nombre en tête, il y a X bébés émancipés, parce que du coup, j'ai accompagné tant de femmes. C'est pas, je sais pas, j'ai pas le mot en tête, mais comment tu vis ça?
Après, tu sais, chaque fois, moi, quand c'est des filles alors les victoires du vendredi, c'est des nanas, beaucoup qui me suivent sur Instagram et qui, du coup, que j'ai pas accompagnées dans le cadre du Fertility Club. Mais il y a aussi celle du Fertility Club, mais celle du Fertility Club, dès qu'elle tombe enceinte, tu sais, il y a un bouton sur le programme pour m'appeler. Enfin, pour bloquer un créneau dans mon agenda, elle m'appelle. Et parfois, il y en a qui me disent, ouais, tu sais, je sais bien que t'en as tellement, entre guillemets, des appels comme ça. Et je leur dis, mais alors, 1000 fois non, quoi. Moi, chaque fois, je suis trop heureuse et je les connais toutes et tu vois, il n'y a pas de lassitude. Peut-être que si dans 50 ans, je fais encore ce métier, je commencerai à me lasser. Mais là, chaque histoire est tellement singulière et chaque émotion est tellement forte à chaque fois que non, moi, je suis hyper heureuse tout le temps et tu vois, il y en a même elles sont trop mignonnes. Elles prenaient des pincettes parce que donc j'ai 2 enfants, mais j'ai fait une fausse couche là en début d'année. On voulait avoir un troisième, et du coup, tu vois, il y en a plein qui sont hyper gênés parce qu'elles me disent voilà, je sais que t'es dans une période qui est pas évidente, etc. Et en fait, moi, j'arrive très bien à faire la part des choses. Enfin, tu vois, ça me rend pas triste de féliciter une femme qui vient de tomber enceinte parce que moi, je viens de perdre un bébé, parce que vraiment, c'est 2 trucs différents et en plus, moi, j'ai déjà 2 enfants, donc je suis pas, tu vois, ma situation fait que je me considère pas à plaindre. Mais ouais, non, je kiffe à chaque fois, à chaque message que je reçois, je le savoure parce que je trouve ça fou de lire cette puissance de ces femmes et tu vois, elle est trop belle à chaque fois. Donc je ne me lasse pas du tout. Ah oui, j'imagine, ça doit être quelque chose de puissant de se dire que, mine de rien, encore plus pour les femmes que tu accompagnes, que, là, la finalité, on parle d'un bébé quand même. Ouais, Donc ouais. Je sais pas si tu c'est peux avoir puissant. des choses plus fortes, ouais. Ouais, comme quoi. Comment tu vois évoluer, je vais dire ton métier, mais plutôt ton activité, parce que on voit, du coup, au fil des années, des mois, ton activité évolue, tu as des projets qui se mettent en place. Comment tu vois tout ça évoluer? Même si c'est parfois un peu difficile de se projeter quand même. Ouais, surtout que moi je suis un peu nulle, tu vois, je suis pas du tout bonne en tableau de bord, de prévision ou quoi, et je fais des trucs un peu trop instinctivement au goût de mon mari, qui du coup après me dit te plains pas parce que je suis un peu débordée, tu vois, en ce moment. Il me dit que je sais pas dire non et que je sais pas tu vas mettre une idée dans une case et puis dire j'y reviens plus tard. Mais écoute, là déjà il y a il y a le Fertility Club qui a déjà 1 an et demi, qui est ce programme pour les couples en désir de grossesse. Là, j'en ai lancé un cette semaine qui s'appelle le Serenity Club pour former les couples en contraception naturelle, donc les couples qui veulent pas d'enfants mais qui n'ont pas envie d'utiliser la pilule, le stérilet ou le préservatif et qui veulent, en connaissant leur cycle, être en mesure de gérer leur période fertile et infertile. Ça, c'est un truc, je fais juste une micro-parenthèse pour les gens qui écouteraient, qui sont pas du tout dans le sujet. Ouais, c'est pas un truc de grand-mère ou d'illuminés ou de gens dangereux. C'est quelque chose qui est très méconnu, mais qui repose sur des études solides et qui doit se faire avec des conditions bien précises, etc. Donc, faut pas s'inventer là-dedans. Mais bon, quand on fait les choses bien, et là aussi, je me suis entourée de gens bien meilleurs que moi sur le sujet, ça fonctionne. Donc voilà, donc là, j'ai ce nouveau programme-là qui, j'espère, aura une aussi belle vie que le Fertility Club. Et puis après, ouais, j'ai plein de trucs en tête parce que on peut décliner à l'infini dans la formation des jeunes. Moi, je rêve d'aller tu vois, pouvoir faire des choses pour les jeunes filles. Parce que tout ce savoir-là que les femmes découvrent à 30 ans quand elles veulent un bébé, ça serait quand même vachement mieux qu'elles le découvrent à 12 quand elles ont leurs premières règles et que derrière, elles puissent intégrer tout ça dans leur vie quotidienne. Donc ça, j'adorerais. On me demande souvent de faire de la formation pour les pros. Tu vois, il y a plein de pros en naturo, en ostéo, etc., qui aimeraient maîtriser mieux les sujets du cycle féminin. Et donc, moi, j'adorerais pouvoir faire ça aussi. J'ai plein de trucs en tête. Il faut juste que j'arrive à les faire et puis à me structurer aussi parce que c'est mon vrai sujet du moment. C'est que je suis toute seule et alors j'ai plein de gens dans les clubs et tout qui m'aident, mais il faudrait que je sois un peu plus structurée pour pouvoir développer des nouveaux trucs. Là, j'atteins mes limites, tu vois, je fais tout moi et du coup, je perds vachement de temps sur des trucs où j'ai zéro valeur ajoutée et surtout, je suis nulle. Tu vois, donc je mets 3 heures à faire un truc que quelqu'un de qualifié ferait en 10 minutes. Donc bon, tu vois, faut que je commence à penser à ça pour pouvoir aller plus loin et faire les choses plus efficacement. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu étais maman de 2 enfants. Ouais. Comment tu fais pour, si tu souhaites en parler, comment tu fais pour t'organiser du coup avec cette activité qui en plus
est une activité, on va dire, passion. Donc, comme tu le disais, enfin voilà, ça prend du temps, tu as plein de projets, etc. Et du coup, élever 2 enfants qui sont en plus petits de ton côté, c'est ça? Ouais, 2 et 4, ouais. Ouais. Non, clairement, ils sont ma priorité. Si j'ai quitté le barreau, c'était pas pour ne pas voir mes enfants. Donc, je bosse beaucoup, mais par contre, je ne bosse pas du tout de 7h à 9h. Donc, tu vois, entre le réveil, tout le moment qu'on passe ensemble, je les emmène à l'école et je reviens. Et je ne bosse plus du tout entre 17h et 20h30. Donc, pareil, je vais les chercher à l'école à 17h. Enfin, un qui est encore chez les nounous et ma fille qui est à l'école. Et on passe toute la soirée ensemble, on mange et je les couche. Par contre, je m'y remets quand même souvent le soir. Déjà parce que souvent j'ai des lives du Fertility Club le soir. Et puis parce que malheureusement, je ne fais pas tout rentrer sur un 9-17. Donc je rebosse les soirs. Et j'ai un avantage, c'est que je dors pas beaucoup. Et donc, très souvent, je bosse le matin aussitôt. Tu vois, parfois, souvent, à 5h, je me fais un petit 5 à 7 toute seule le matin avant que toute la maisonnée se réveille. Et je rebosse le soir. Donc, je bosse beaucoup. Mais par contre, c'est invisible pour mes enfants. Et ça, j'y tiens à 1000%. Et c'est vraiment ça ma priorité. Et c'est aussi l'intérêt d'être à son compte. C'est que de pouvoir mettre ses plages de travail quand on veut sans que ça nuise à sa vie de famille. Donc voilà. Après, si mon mari était à côté, il dirait que je suis un peu trop sur mon téléphone quand même, tout le temps, notamment le week-end. C'est vrai que j'ai du mal à pas regarder, à pas lire des messages, etc. Et puis parce que je me fais vite noyer aussi si je lis pas trop régulièrement. Donc j'ai encore du travail à faire là-dessus pour arriver à vraiment être 100% présente et pas aller faire des petits checks dans mon téléphone dans un coin de temps en temps. Mais sinon ouais, c'est clairement ma priorité mes enfants et je voudrais surtout pas passer à côté d'eux, aussi beaux soient les projets, Bien tu vois, sûr. d'émanciper. Ouais, effectivement, c'est l'idée de trouver le bon équilibre pour que tu puisses être épanouie sur tes projets pro et du coup être présente pour tes enfants. On parlait de tout ce qui a changé dans ta vie positivement et autres. Est-ce que tu as des regrets quand tu penses à ta carrière? Et si oui, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Je sais pas. Je crois pas. Je trouve que si j'avais fait ce que je fais aujourd'hui dès ma sortie d'école, je pense que ça marcherait pas et j'aurais pas la maturité pour le faire. Donc je trouve ça bien que j'ai fait ça avant. Ça m'a construit aussi, ça m'a appris à bosser, ça m'a appris à réfléchir. Donc non. Et puis, ouais, je crois qu'il y a un temps pour tout. Tu vois, l'autre jour, c'est marrant, j'ai reçu un message d'une nana quand j'ai lancé le Serenity Club, là, sur la contraception, et qui m'a dit, ça fait du bien, en fait, de t'entendre, toi, une femme de 36, 37 ans qui a déjà 2 enfants, qui t'explique ça, et pas une petite nénette de 23 ans qui, en gros, sait pas ce que c'est de devoir gérer sa contraception quand on a des enfants, tu vois, qu'on veut vraiment plus d'enfants ou quoi. Et quand elle m'a dit ça, je me dis, ouais, c'est vrai, en fait. Tu vois, moi aussi, j'aime bien entendre des gens qui ont vécu ce qu'on leur apprend, même si on peut être très légitime sans être passé par un sujet. Mais bref. Bien sûr. Du coup, non, je pense que je ferais à peu près la même chose. Je crois qu'il y a, tu vois, les 2 années, l'année où je suis rentrée du tour du monde et où j'ai pris ce job plus alimentaire, on va dire, où là, clairement, j'étais malheureuse. Donc ça, peut-être si je pouvais le faire différemment, ça, ce serait pas mal parce qu'en fait, c'est très dur de s'ennuyer au boulot et de pas avoir du tout d'envie le matin quand on se lève. Moi, j'avais ma formation en parallèle, donc c'est ça qui me tirait. Mais là, je pense que ouais, j'étais vraiment pas top. Mais sinon, non, je ferais pareil, je crois. Ok. Et si totalement un métier ou si tu devais changer totalement de métier, qu'est-ce que tu ferais? Imaginons t'as tout en illimité, on te dit demain je claque des doigts, c'est possible que tu deviennes ça. Est-ce qu'il y a un métier comme ça qui te vient en tête? Parfois, j'aimerais bien être gynéco Ouais. parce que ça me passionne quand même et je me dis punaise, tu vois, ils ont des moyens forcément, des connaissances que j'aurais jamais. Mais en fait, je crois que je préfère ce que je fais. Je trouve ça plus fun. Donc, j'ai pas réfléchi. Non, tu vois, c'est drôle. Hier, mon mari, justement, il me disait, ouais, parce que j'étais en train de faire un truc, je sais plus, et il me dit, si on te donnait, combien il m'a dit 13 millions d'euros, je sais pas pourquoi il m'a dit 13 millions C'est d'euros, précis. est-ce que tu retournerais dans le job que j'avais, justement, avant de lancer Émancipé, là, dans l'entre-deux? Et je dis, mais non, mais même pour 100 millions, j'y vais pas, quoi. Tu vois, en fait, je suis trop bien là où je suis, et l'argent, c'est génial, mais c'est clairement pas, ça suffit pas, et du coup, je pense que
ouais, c'est ce que je te disais. Si j'avais dû dessiner le job de mes rêves, je sais pas si j'aurais réussi à trouver un truc aussi parfait que celui que j'ai là. Donc je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Bah écoute, c'est même tant mieux parce que du coup, t'as le job de tes rêves entre guillemets. Ouais, si, j'adorerais être chanteuse, mais parce que je suis nulle. Mais je trouve ça cool. C'est pas la première fois Ah ouais? qu'on me dit qu'on Ok. me dit chanteuse. Du coup, on parlait de tes enfants. Est-ce que du coup la vision que t'as du travail, enfin tout ce que t'as mis en place et cette réflexion et ce recul que tu as, est-ce que ça sera important pour toi de je vais y arriver, De de le le mettre en transmettre? place Ouais. avec tes enfants, de leur montrer que voilà, un métier, ça peut être aussi un métier passion, qu'on peut être épanoui tant sur des métiers lambda et d'autres qu'on a construits. C'est important pour toi? Ouais, c'est hyper important. Après, je sais pas si j'arriverai à me sortir des schémas quand même, tu vois, un peu classiques qu'on a et que mes parents m'ont imposé sur le début, sur les études, parce que le bagage, ça reste aussi quelque chose d'important. Donc, d'un côté, j'aurais envie de te dire, ouais, je vais trop les pousser à faire ce qu'ils aiment et à aller vers leur passion et à oser entreprendre. Et puis d'un autre, c'est une petite voix dans la tête qui me dit, ouais, quand même, s'il faut une petite école d'ingénieur, tu vois, Ça, ça veut dire qu'il y a ce un serait pas bagage mal. derrière. Ouais. Donc, j'en suis encore loin. Je sais pas, j'ai le temps de réfléchir là-dessus. Et puis, on est deux à faire leur éducation. Bien Mais sûr. j'avoue que faudrait quand même que je me fasse violence pour sortir de mon petit cadre construis d'abord un socle et derrière éclate-toi avec. Mais, je sais pas encore. Ce sera leur personnalité aussi qui fera les choses, tu vois. Bien sûr, et puis t'as le temps de voir, de voir Ouais, ouais, venir. j'ai un peu de temps, ouais. Ouais, ouais. Au début, on parlait du coup de la vision du travail que tu avais petite. Elle est comment aujourd'hui, ta vision du travail? Moi, enfin, tu vois, ça c'est un truc que je transmets à mes enfants, c'est que le travail c'est hyper positif. Tu vois, c'est pas un oh papa et maman doivent aller travailler, c'est oh trop bien, papa et maman ils vont travailler. Et en plus c'est vrai, c'est ce qu'on ressent. Donc après je dis ça et c'est facile de dire ça dans mon cas parce que j'ai des conditions de travail qui sont top. Je bosse de chez moi, enfin j'ai un coworking aussi, mais sinon je bosse beaucoup de chez moi. Je suis à mon compte, donc j'ai pas la même vision aujourd'hui que j'avais dans certains jobs avant. Mais je trouve que si on arrive quand même à c'est très cliché, mais à aimer son travail, et punaise, qu'est-ce que ça change la vie, quoi. Donc, moi, j'ai une vision très positive. J'adore bosser. Quand je suis en vacances, je suis contente d'être le dimanche soir du retour, tu vois, de la reprise, parce que j'aimerais pas du tout être en vacances toute l'année. Tu vois, je détesterais ça. Et même pendant le tour du monde, tu vois, j'ai bossé, j'ai fait des trucs, et j'aurais pas aimé faire un tour du monde 100%, sans projet, Ouais. sans envie de développer des choses, etc. Donc ouais, je trouve que le travail c'est pas juste un mal nécessaire pour remplir son frigo, en tout cas de mon point de vue, c'est quelque chose qui donne un sens, qui donne des interactions aussi, qui permet de rencontrer des gens, qui permet de faire des trucs qui servent à d'autres. Enfin, donc c'est positif, clairement. Ouais. Et pour terminer, j'avais une dernière question à te poser. Quelle est la chose ou la question la plus surprenante qu'on t'ait dite aujourd'hui avec ta nouvelle activité? Ah punaise, attends, je sais pas trop. La chose la plus surprenante, drôle, tu veux dire ou Oui, ou qui t'a marqué ou assez peut-être original ou autre ou qui concerne ton travail? Ouais, non, tu vois, le truc un peu surprenant, moi, que je vois en ce moment, c'est que je m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle méconnaissance de ces sujets-là, moi, que j'aborde au quotidien, dans l'absolu. Et même, tu vois, moi, j'ai des gynécos qui suivent mes programmes, pour elles, D'accord. pour leur désir de grossesse. Donc, et là, il y a, ce week-end, j'étais à Disney avec mes enfants et j'ai reçu un message d'une gynéco qui me disait, je me suis inscrite sur la liste d'attente de ton fertility club C'est parce que super. ça marche pas et j'ai besoin d'outils, etc. Et là, surtout dans ma tête, je me dis un peu what the fuck, quoi. Et en fait, ouais, c'est peut-être ça qui me surprend le plus, c'est à quel point c'est ce savoir sur le corps des femmes, sur sa physiologie, sur les symptômes, etc. Il n'est pas connu même des gens dont on penserait que c'est le métier. Et ça renforce un peu mon idée qu'il y a encore une fois, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au syndrome de l'imposteur et ma maman, qu'il y avait vraiment un besoin d'aller sur ces sujets-là parce que même les acteurs qu'on penserait être légitimes là-dessus, c'est pas eux qui ont le savoir et ils vont le chercher
ailleurs. Donc c'est peut-être ça qui me surprend le plus. C'est mince, où on était avant, pourquoi on parlait pas de ça, pourquoi c'était si tabou, pourquoi on voyait pas. C'est ça qui me surprend beaucoup, mais positivement du coup, tu vois. Je trouve ça super que des gynécos te contactent parce que souvent, et moi-même je l'ai déjà entendu, il suffit qu'on dise parfois à un gynéco qu'on n'a pas de contraception ou qu'on suit tout ce qui est symptothermie. Moi, j'ai déjà entendu non, c'est pas viable, il faut se baser sur de la science, des choses assez marquantes comme ça qui marquent, et je trouve ça super que des personnes de ce métier-là, de ce corps-là, se disent ok, j'ai un manque de compétences sur ce sujet, ça peut apporter les patientes que j'aurai, et juste pas prenez la pilule et vous pourrez vous aurez du coup un moyen de contraception. Donc je trouve ça vraiment top et positif, effectivement, comme tu le disais. Ouais. Après, je te rassure, la majorité des gynécos ont encore un discours très réfractaire et avec de la défiance, mais c'est, je pense, la nouvelle génération qui arrive et qui est plus ouverte et plus consciente de la complémentarité des approches. Tu vois que la médecine, c'est merveilleux, et sans elle, on serait tous bien mal en point. Mais parfois, ça n'a pas réponse à tout, à 100% des choses, et on peut aller trouver des petits trucs à côté qui viennent relancer la machine. Totalement. Écoute, c'est sur cette belle phrase qu'on va terminer cet épisode. Merci beaucoup. C'était super intéressant, et j'ai beaucoup apprécié cet échange. Du coup, tu nous parlais de tes prochaines actualités. On peut te retrouver donc sur ton site, sur ton compte Insta. Est-ce qu'il y a d'autres supports sur lesquels on peut te retrouver? Comme ça, je les mettrai aussi dans le descriptif. Ouais, non, c'est principalement ça. C'est les deux. Je suis pas Facebook, Twitter, tout ça. Ok, bon, c'est déjà très bien. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle continuation dans ces beaux projets, et encore merci pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi, Jalila. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis, et vous donnerez un gros coup de pouce au podcast. N'hésitez pas également à le partager autour de vous. Tous les liens sont en description pour retrouver Lorraine, que ce soit ses réseaux sociaux, son site et également son livre. Quant à moi, je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast @obattherole et sur mon LinkedIn. Si vous souhaitez participer au podcast et parler de votre vision du travail, n'hésitez pas également à nous contacter. Je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité sur Obat The Role. Prenez soin de vous et à très vite.